Beurre FM. Des pays en débat. Pierre-Henri. Vous vous posez parfois des questions sur l'actualité, l'histoire ou la géographie d'un pays dont l'évocation vous est familière, mais dont le plus souvent vous ignorez l'essentiel. Un pays en débat vous fournit l'occasion d'une mise à jour en quelques minutes. Et c'est aussi et surtout la possibilité de s'interroger tous ensemble sur les libertés individuelles et collectives à l'œuvre dans le pays ausculté. Un pays en débat, c'est alors la rencontre avec un ou une spécialiste du pays que j'interviewe. Ça vous plaît ? Alors suivez-moi, nous sommes bien sur Beurre FM. Vous entendez une musique de International Shalal, un groupe d'Afrique centrale qui mêle tradition et modernité en mélangeant instruments traditionnels et électriques. Nous allons partir aujourd'hui dans un pays charnière entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, tenant une position géostratégique dans le commerce transsaharien. Ses voisins du pays du jour sont la Libye, le Soudan, la République centrafricaine, le Cameroun, le Niger et le Nigeria. Vous avez deviné ? Il s'agit du Tchad. Le Tchad est un des pays sahéliens sans accès à la mer où vivent 17 millions d'habitants. La moitié d'entre eux a moins de 14 ans, vivent sur un territoire grand comme 2 fois la France. La majorité vit dans le sud, sont des éleveurs ou des agriculteurs, mais l'industrie du pétrole est très importante aussi depuis 2003. Malgré ses exportations, le Tchad reste cependant l'un des pays les moins développés et les plus pauvres au monde. L'islam y est autant pratiqué que le christianisme, présent depuis la colonisation française en 1920, qui l'avait incorporé à l'Afrique équatoriale française. Le Tchad est devenu indépendant en 1960. La vie politique du pays est dominée alors par le président Tambalbaye et le parti dit progressiste tchadien. L'hégémonie politique des ethnies du Sud, majoritairement chrétiennes, sur celle du Nord, musulmane, déclenche une première guerre civile en 1965. En 1975, Tambalbaye est assassiné, mais l'instabilité se poursuit avec une succession de régimes totalitaires. Un nouveau coup d'État place Idriss Déby, ce nom vous est familier, au pouvoir en 1990. Si Idriss Déby réintroduit le multipartisme au Tchad, il mène également une répression féroce des opposants politiques et des journalistes. Idriss Déby reste au pouvoir jusqu'en 2021, 30 ans, année pendant laquelle le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, groupe armé basé en Libye, opposé au gouvernement, lance des attaques dans le nord-ouest du pays. Suite à la mort de Idriss Déby, dans des conditions controversées, c'est son fils, transgressant la Constitution, qui prend sa place à la tête d'un prétendu gouvernement de transition. En octobre 2022, des manifestations sont violemment réprimées dans tout le pays. Human Rights Watch dénonce entre autres des disparitions forcées, des actes de torture, des arrestations suivies de procès en masse. Au moins des centaines de personnes sont tuées dans la capitale N'Djamena. Le Tchad, c'est aussi 5,5 millions de personnes qui sont touchées par l'insécurité alimentaire et la malnutrition et près de 2 millions de personnes qui se trouvent dans des situations d'urgence sanitaire. Nous allons parler de tout cela avec Roland Marchal, qui est chercheur à Sciences Po, spécialiste de l'Afrique subsaharienne et a fait des recherches en économie et des conflits dans l'Afrique centrale et les pays de la Corne. Monsieur Roland Marchal, bonjour. Bonjour.
Alors, nous allons parler du Tchad. La France a une relation particulière avec le Tchad. Elle a soutenu Tombalbaye dès l'indépendance, dans les années 60. Elle a soutenu le Tchad en 78 dans le conflit avec la Libye autour de la conquête de la bande d'Aouzou. Puis elle a soutenu Idriss Déby dans sa prise de pouvoir en 1990. Bref, le Tchad est un allié, je vais le dire comme ça, précieux de la France. N'est-ce pas un allié quelque peu encombrant, mais indispensable à la présence française dans le Sahel? Écoutez, vous regardez le Tchad aujourd'hui et le Sahel d'aujourd'hui. En fait, ce qui est frappant quand on considère la politique française vis-à-vis du Tchad, on voit que suivant les périodes, les raisons du soutien ont changé, même si le type de régime qu'on a soutenu est resté fondamentalement le même depuis 1975, c'est-à-dire des pouvoirs qui se sont appuyés très fortement sur l'armée, et où les civils ont toujours été à la marge, mais, bien sûr un Premier ministre toujours civil, mais de fait une armée ou des milices toujours fondamentales pour l'ordre politique. Donc le Sahel est aujourd'hui une préoccupation de la France, il ne l'était pas il y a 15 ans. Et on avait aussi on avait aussi trouvé des raisons de soutenir le Tchad. Je vous rappelle que dans les années 2000, les officiels français m'expliquaient que soutenir le Tchad, c'était lutter contre une islamisation et une arabisation qui venait de l'Est. Un argument historique qui me faisait quelque peu sourire, dans la mesure où les migrations sont plutôt dans l'autre sens, et puis également l'islamisation, elle s'est faite par le Nord, par le Maroc notamment, qui a joué un grand rôle dans l'islamisation et dans le développement d'une grande confrérie soufie qu'on appelle la Tidjaniya. Mais alors, vous dites que les raisons ont changé. Mais alors, aujourd'hui, la présence française au Sahel s'appuie notamment sur les forces tchadiennes, ou en tout cas reçoivent une aide non négligeable. Alors, quelle est la raison aujourd'hui invoquée par le pouvoir français? Il y a une constance dans la politique française vis-à-vis du Tchad, c'est le rôle de l'armée française. Et c'est d'abord là-dessus qu'il faudrait peut-être porter l'interrogation, d'où de mon point de vue, l'importance de discuter de la politique du Tchad au Parlement français comme un argument franco-français d'abord, plutôt que comme un argument franco-africain. Alors, il y a effectivement des raisons historiques, le fait que le Tchad et l'Afrique centrale coloniale sont passés du côté de Gaulle très tôt, plus le départ de l'offensive pour mettre à bas le régime nazi et ses alliés français à partir du Tchad et avec la division Leclerc. Bon, il y a toute une mythologie basée sur des faits réels et puis sur des discours qui le sont un peu moins, qui existent et qui expliquent l'intérêt. Après, l'armée tchadienne, elle a été quand même une armée diverse. Et vous savez, on a aujourd'hui des publications, les archives notamment donnent quand même des points de vue qui montrent que finalement les Français n'ont jamais été très aveugles sur les manquements de l'armée tchadienne. Vous parliez de Tombalbaye. Son armée, son armée était quand même décrite plutôt comme une bande de soudards que comme autre chose, qui se comportait extrêmement mal avec les différentes populations tchadiennes qui ne relevaient pas, puisque à l'époque l'armée était essentiellement Sahara du sud, donc une population du sud du Tchad, comme le président Tombalbaye, et qu'elle se comportait très mal au centre et au nord du Tchad, et que c'est une des raisons qui a fait le succès du Frolina avant, donc de cette révolte armée qui commence dès 1964. Et là, on voit que il y a des tas de raisons locales ou régionales, proprement africaines, qui jouent. La guerre au Darfour avant, maintenant le Sahel. Mais par contre, on ne questionne jamais pourquoi les militaires français y sont si attachés. Alors, on pourrait se dire,
par nostalgie coloniale, parce qu'ils ont des intérêts. Si vous voulez aller en opération au Tchad, c'est quand même assez sympathique. Vous n'avez pas d'ennemis. Hein, enfin, pendant très longtemps. Enfin, on n'a pas d'ennemis. Et puis on avait quand même des salaires assez ronds. Ça permettait d'acheter une nouvelle belle voiture ou de construire ou de payer une maison à la campagne, que sais-je. Enfin, il y a un débat qu'il faut avoir et qui, à mon avis, tient plus à la gestion de l'appareil militaire français en France que réellement J'entends, mais besoins sur le continent. Mais cela étant, les autorités américaines viennent de rappeler que le groupe paramilitaire russe Wagner travaillerait avec les rebelles pour déstabiliser le gouvernement tchadien. Et a priori, d'ailleurs, dans l'actualité, il semblerait que ça soit exact. Alors, face à l'influence grandissante de Wagner sur le continent africain, comment la France et le Tchad peuvent appréhender cette menace? Pour conclure. Écoutez, d'abord les Américains disent des choses, oui, qui ne sont pas toujours exactes, oui. Oui, non, il est important de le rappeler, parce que si vous parlez, par exemple, aux Centrafricains, ils vous diront que, oui, il y a des rebelles tchadiens qui sont à proximité de Pawa. En fait, Wagner ne les aide pas, mais Wagner les tolère. C'est une carte, peut-être à jouer. On sent et on le voit sur d'autres crises, comme la crise soudanaise à l'actuelle, on voit que les renseignements américains sont déjà dans une posture de guerre froide. Je crois que je suis un analyste, je suis un universitaire, les discours américains ne me convainquent pas autant que visiblement d'autres. Parce que je crois que c'est un instrument dans la palette de l'État russe, c'est pas le seul. Et encore une fois, la meilleure solution que le Tchad aurait pu trouver, si vous voulez, pour éviter des manipulations de Wagner avec des opposants, ça aurait été, par exemple, de ne pas réprimer dans le sang et avec plusieurs centaines de victimes apparemment, la manifestation du 20 octobre dernier. Mais visiblement, ça, on l'a oublié. Oui, mais comme on a oublié la promesse d'élections libres et démocratiques à l'issue d'une période de transition de 18 mois, faite par Idriss Déby, fils. Oui, mais si vous voulez, il faut bien vous rendre compte qu'il y a des moments où les Russes ou Wagner ou tout ce que vous voulez, ou le diable essayent de manipuler des acteurs politiques en Afrique ou ailleurs. Mais il y a des moments aussi où les Occidentaux, tout à leur discours sur la démocratie, n'en finissent plus de soutenir des régimes prétoriens et que, si vous voulez, la patience d'une population, le Tchad, tel qu'il transparaît dans les discours français, c'est une armée. Il n'y a plus de population dans ce pays. Et il y a un moment où la population veut rappeler quand même qu'elle a la primauté par rapport à une armée qu'elle finance et dans laquelle ses enfants sont recrutés. Merci Roland Marchal. Je rappelle que vous êtes chercheur à Sciences Po et spécialiste de l'Afrique subsaharienne. Merci à Zora et Jessica, sans qui cette émission n'aurait pu avoir lieu. C'était Des pays en débat, en partenariat avec France Fraternité.